venons-en maintenant donc au deuxième sujet de cette soirée. C'est-à-dire l'Algérie. Georges Clément, comme je l'ai dit tout à l'heure en vous présentant, vous êtes un spécialiste de cette histoire de l'Algérie française depuis la conquête en 1830 jusqu'à la guerre d'Algérie de 1954-1962. Vous avez beaucoup travaillé, réfléchi, étudié sur toute cette période, et avec vous, nous allons essayer de reconstituer pendant l'heure qui est devant nous, ce qu'a pu être l'histoire de cette Algérie française que nous avons connue à partir de 1830. Alors tout d'abord, il y a une question évidemment qui est très souvent posée. Qu'est-ce que l'Algérie avant la conquête française ? D'abord, le mot Algérie n'existe pas. Bien. Il y a une régence d'Alger qui est en fait une représentation, c'est le dé bien sûr, c'est un monarque, c'est un potentat local qui dépend de la Sublime Porte, donc de Constantinople, d'Istanbul. Mais il n'y a pas d'Algérie. Il y a deux bellicats qui sont des divisions territoriales administratives, l'une à Constantine, et l'autre, et c'est là que la période espagnole entre en jeu, l'autre à Mascara, puisque dans l'ouest, Tlemcen, qui était le siège d'un royaume, n'existe plus, le royaume n'existe plus, et Oran est occupé par les Espagnols, puisqu'il le sera jusqu'en 1792, date de leur départ. Alors après, bien sûr, il y a une petite période de 28 ans à Oran où le bey s'installe. Mais en 1831, il repart, et donc c'est vraiment une petite fenêtre historique très courte. Donc il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'Algérie. L'Algérie est une création française. Le mot en est une, et bien sûr l'administration de l'Algérie, l'organisation administrative est entièrement une idée française. Voilà, donc ça c'est pour répondre à ce qu'il y avait avant. Voilà. Alors, cette Algérie, dans quelles conditions, comment allons-nous la conquérir ? Oui, alors je dirais que la conquête, donc officiellement, est en juillet 1830. Ce n'est pas la première tentative. Je rappelle que, justement, pour revenir à Napoléon Ier, il avait envoyé la mission Boutin pour relever l'ensemble des fortifications, des défenses d'Alger, que d'autre part, il y avait déjà eu également une lettre de Napoléon au dey d'Alger le menaçant de jeter sur ses côtes, c'est exactement les termes qu'il utilisait, 20 000 hommes pour régler le problème. Quel problème ? Celui de la piraterie. Puisqu'au fond, le problème de l'Algérie, j'utilise un mot anachronique, depuis pratiquement le XVe siècle, puisque c'est la cause de l'arrivée des Espagnols à Oran, le problème que pose ce territoire et l'ensemble des ports qui le constituent, c'est la piraterie. Donc, en fait, cette piraterie, il y a eu de multiples expéditions européennes, des expéditions espagnoles, on en a parlé, mais il y a aussi des expéditions anglaises, il y a des expéditions françaises avec Duquesne, il y a même une expédition, c'est pas exactement l'Algérie, mais c'est la Libye, mais ça fait partie du même contexte, américaine, sous Jefferson. Donc l'Algérie, l'Afrique du Nord en général et l'Algérie en particulier, est un problème méditerranéen constant. Et on a tenté de mettre fin à cette piraterie à de multiples reprises sans résultat jusque-là. Alors en 1830, bien sûr, il y a la décision de l'expédition d'Alger que Charles X met en place. Le prétexte du coup de chasse-mouche, on va pas le rappeler, une entrevue entre Duval, qui était le consul de France, et le dey se passe mal à propos de dettes,
de dettes d'ailleurs remontant au consulat, enfin bon, oui, au directoire, au directoire, mais Talleyrand était compromis dans cette affaire de livraison de blé qui n'aurait pas été réglée au dé. Bien, le dé, dans une forme de colère, aurait donné un coup de chasse-mouche au consul d'Alger, enfin de France à Alger, qui a motivé l'expédition. En fait, en réalité, cette expédition a été approuvée par les puissances. Ah oui, je rappelle aussi que l'Angleterre a fait a approché les côtes algériennes en 1816 d'ailleurs, avec des intentions belliqueuses, mais sans aller jusqu'à un débarquement, parce qu'au fond le problème, et qui reste toujours valable, c'est qu'on ne tient pas un territoire soit par l'air, actuellement ce sont les bombardements aériens, soit par des bombardements maritimes, mais en y débarquant et en organisant le territoire. Ce que Charles X décide en 1830, et c'est l'expédition de Sidi Ferruch. Alors très curieusement, Sidi Ferruch était dans les plans de Boutin. Il avait déjà prévu que c'était l'endroit adéquat pour débarquer et pour contourner ensuite par la terre la ville d'Alger pour la prendre. On doit dire aussi que c'est bien ce que Charles Quint avait fait. Puisque le fort L'Empereur, qui est la clé de la ville d'Alger du côté terre, donc côté sud, et que les Français feront sauter et qui permettra l'entrée dans la ville, avait déjà été l'objet d'une attaque de Charles Quint qui a échoué. Un de ses généraux, un Français, le nom m'échappe maintenant, je crois que c'est Mortemart, mais j'en suis pas certain, je me rappelle plus, avait lancé son poignard dans la porte de ce fort en disant « nous reviendrons ». Alors, Charles Quint n'est pas revenu, mais disons, l'expédition d'Alger, dirigée par Bourmont, bien sûr, qui était celui qui avait participé aussi à l'expédition à l'ancienne expédition d'Égypte. Bourmont, donc, a réussi. Et on a conquis la ville d'Alger. Mais ça s'était arrêté là. L'expédition n'avait pour but que de prendre la ville d'Alger. Or, les événements ensuite se sont enchaînés sans plan. Ce que l'on doit dire, c'est qu'il n'y a pas eu de plan de conquête de l'Algérie. Au sens plan, froidement préparé, rédigé et exécuté. Il y a eu la prise d'Alger. On s'est rendu compte que la côte risquait d'être dangereuse si on n'avait pas d'autres ports que l'on contrôlait, d'où la prise d'Oran. Enfin, la prise d'Oran est plus compliquée parce qu'elle a été immédiatement l'objet d'une expédition au moment de la prise d'Alger, en juillet 1830, par un certain capitaine Blanc, mais qui s'est installé au fort de Merz-el-Kébir, mais qui n'y est pas resté, il n'a pas pu tenir, et il faut dire que la révolution de 1830 avait eu lieu entre-temps, et que donc il est reparti. Et la véritable prise d'Oran aura lieu en 1831, par le général d'Anrémont. Donc en fait, vous voyez, 1830 on prend Alger, Oran c'est que 1831, on prend Bonn aussi pour les mêmes raisons, garantir la sécurité des côtes, et en fait on va avoir comme ça, d'expédition en expédition, une prise de certaines villes, Constantine par exemple, il y a 2 sièges de Constantine, mais enfin c'est 1837, et il n'y a pas de politique. Et la question se pose très souvent en France au Parlement, enfin dans les milieux politiques, de savoir que fait-on maintenant. On peut dire que c'est donc de 1830 à 1800. Enfin, j'allais dire 48, c'est une erreur parce que Bugeaud en 48 n'est plus en Algérie. Mais enfin, jusqu'à Bugeaud, disons, il n'y a pas une politique organisée, qu'elle soit militaire ou civile, du reste, pour conquérir l'Algérie. Et c'est Bugeaud qui, pour la première fois, va avoir une véritable politique. Et qui est une politique qui touche l'ensemble du territoire. Seulement 1940. 40, c'est ça. Bugeaud. C'est ça, voilà. Bugeaud est... Alors bon, je ne vais pas faire l'histoire de la présence de Bugeaud en Algérie, parce que ça deviendrait très long, mon propos.
mais il quitte l'Algérie, il est disgracié, en 1847, juste avant d'ailleurs la révolution de 1848. Et pourquoi est-il disgracié alors que la conquête à cette date-là, elle est réalisée? Abdelkader s'est rendu. Ah oui, alors, absolument, ça, ce sont tous les événements militaires. Oui, il y a eu Abdelkader qui a eu plusieurs campagnes contre Abdelkader. Et parce que ça a été une affaire assez longue, il y a eu la prise de Tlemcen. Enfin, si vous voulez, l'affaire algérienne est très compliquée à raconter en quelques minutes, surtout à cette période-là, parce que comme je viens de le dire, on a conquis Alger, on a conquis Oran, Constantine un peu ensuite, mais à partir de là, les villes étaient isolées par rapport au reste de l'Algérie, ce que nous appelions le bled. Et il y avait dans l'ouest, et je rappelle que la plupart des épisodes militaires, à part Constantine et les portes de fer qui sont une autre expédition, la plupart des épisodes militaires, et en particulier tous ceux qui concernent Abdelkader, c'est l'ouest de l'Algérie. Hein, et l'ouest, et même le Maroc. Hein, puisque la bataille d'Isly, bien sûr, que Bugeaud remporte, c'est une action française, et c'est d'ailleurs à partir de là que le mot Algérie commence à prendre les premières notions du mot Algérie dans des textes, c'est 1839 à peu près. La bataille d'Isly, c'est le début de la frontière algéro-marocaine mieux établie. Et donc c'est l'Ouest qui est le terrain d'action militaire surtout. Et dans cette bataille contre Abdelkader, il y a énormément d'épisodes. Il y a il y a un traité de la Tafna qui est immédiatement mis en cause par Abdelkader lui-même. Il y a ensuite l'action de Bugeaud, l'action de la Mauricière, puisque Abdelkader se rend à la Mauricière. Et Abdelkader est obligé de fuir l'Algérie. Il va au Maroc, il tente de prendre Melilla, il a des combats contre les troupes marocaines, il avait même probablement l'intention de prendre, au fond, Fès, et puis surtout, on soupçonne qu'il avait l'intention de détrôner. Ah oui. Celui qu'on appelle le sultan. Le sultan marocain. Voilà. Mais bon, ça échoue. Abdelkader qui est aussi un chef religieux. Absolument. Alors oui, Abdelkader fait partie des... en Algérie, il y avait deux sortes de tribus. Il y avait les tribus aristocratiques et les tribus de confréries religieuses, si vous voulez. Et dans l'Ouest, et en particulier pour ce qui est d'Abdelkader, c'était le cas. Son père, Meheddin, qui avait été emprisonné d'ailleurs par le Turc, avant l'intervention française, était un, enfin on appellerait maintenant un imam, ça n'a pas de sens, c'était un chef religieux. Et Abdelkader lui-même s'est toujours présenté et a toujours été présenté comme un homme religieux. D'ailleurs, il a écrit un certain nombre de choses. Moi, j'ai ces écrits dits spirituels d'Abdelkader, et c'est bien effectivement une réflexion religieuse qu'il mène dans ses écrits. Mais la religion et le militaire ne sont jamais en islam séparés. L'exemple de Mahomet est bien là, quand même, pour fonder cette constante. Et Abdelkader était un chef militaire, bien sûr, important. Il y a eu donc plusieurs périodes jusqu'à la Tafna. Abdelkader a même, je me demande si dans l'esprit de Napoléon III, puisque lorsqu'il a parlé du royaume arabe, il n'avait pas à l'esprit Abdelkader comme souverain possible. Voilà. Qui va être reçu en France. Ah oui, alors, bien sûr. Honneurs, oui, tout à fait. Vous écoutez Radio Courtoisie. Voilà, bon, enfin, la période qui nous concerne avec la conquête, la première période, c'est 1830-1848, qui permet de mettre en place, pour la première fois, une structure administrative qui devient cohérente avec Alger, et d'ailleurs l'installation d'un gouvernorat général, et deux provinces, celle de Constantine et celle d'Oran.
En 1848, on en est là. C'est à partir de 48 que la monarchie de Juillet, d'ailleurs avant sa fin, commence à installer les concessions. Les premières concessions sont des territoires militaires dirigés par des militaires, par des officiers, et dans lesquels des civils, donc, sollicités en France. Après, il y a eu des déportations, mais jusqu'en 48, ce sont des civils volontaires, sont installés dans ces concessions. En fait, ils n'ont aucune liberté. Hein. On leur donne un lopin de terre, ils ont une espèce de maison, mais il faut qu'ils la construisent, et on leur donne le cheptel, on leur confie un cheptel, et les graines et les grains et les fourrages pour ce cheptel. Et l'administration militaire va jusqu'à comptabiliser l'utilisation de ces ingrédients. Et lorsqu'il y a détournement pour des besoins familiaux, car les situations ne sont pas très, très faciles. Il y a beaucoup d'épidémies, il y a beaucoup de disettes, enfin, les situations sont difficiles. Eh bien, il y a sanction du chef de famille qui a utilisé une partie, par exemple, des aliments pour le bétail pour ses propres besoins, et il y a prison. Enfin, la situation des colons est une situation de grandes contraintes. De grandes contraintes. Grande dépendance. Voilà, hein, absolument. Donc ça, c'est l'établissement des premières concessions et qui dépendent, dont les premières concessions sont le fait de la monarchie de Juillet, qui se termine donc en 1848, et c'est à partir de 1848 et de la Seconde République, et puis ensuite, bien sûr, nous aurons la troisième en 1871, que la départementalisation est installée. Les départements datent de 1848. De la Seconde République. Seconde République, absolument. C'est à partir de là qu'on rentre dans une structure administrative qui est pratiquement la même que celle de la métropole, avec bien sûr une nuance, c'est que, la conquête n'est pas terminée. Il y a donc une partie du territoire qui est administrée et sous contrôle. Et deuxièmement, que la partie qui n'est pas sous contrôle, mais qui sera conquise dans les années suivantes, sera dotée d'une structure particulière qu'on appelle les communes mixtes, ou qu'on a appelé les communes mixtes, et où là, alors que les départements, enfin les villes départementalisées, ont un fonctionnement constitutionnel normal avec élection, conseil général, bien sûr municipal. Alors les municipalités non, car c'est l'époque où les maires sont nommés, hein. D'accord. Mais par contre les conseils généraux sont élus et on est dans une structure métropolitaine. Par contre, les communes mixtes ne le seront pas et ne le seront pas pratiquement jusqu'à la fin. En tout cas jusqu'en 1954, puisque là, ce sont des administrateurs qui sont nommés et qui gèrent des territoires énormes avec les structures tribales ou parlementaires, c'est pas le mot, mais de conseils en Kabylie en particulier, avec les Djemma. Hein, voilà. Et on est donc dans une structure qui est très éloignée des structures institutionnelles françaises. Voilà ce que l'on peut dire sur la première période qui se termine en 1848. Qui se termine en 1848. Alors, justement, à ce sujet, il y a une auditrice qui nous dit qu'il y a un nom qui manque à vos explications, c'est celui du duc d'Aumale. Néanmoins, votre émission est très intéressante. Oui. Alors, non, mais elle a raison. Elle a raison. Le problème, Philippe Conrad, c'est que c'est une épopée. Ouais. Effectivement, le duc d'Aumale qui est lié à la prise de la Smala, bien sûr, avec
Pobéguin, qui est un des héros de cette aventure. Pobéguin, qui était un des membres de l'équipe Cadoudal chargée d'enlever Bonaparte à l'époque. Donc vous voyez, on est dans des... car en Algérie, tout s'est mêlé. Hein, toutes ces familles à la fois révolutionnaires et d'Ancien Régime. Mais si on rentre dans le détail de l'histoire, nous en avons pour plusieurs émissions. Donc c'est pour ça que je reste. Voilà. Mais elle a parfaitement raison. On pourrait aussi discrétion voilà. Bon, il faudrait évoquer la Mauricière en détail. Il faudrait Bugeaud. Je suis passé dessus. Le fameux Youssouf. Bien sûr. Youssouf, qui est une figure extraordinaire, enlevé à l'âge de 7 ans à l'île d'Elbe par les Turcs. Enfin bon. Donc c'est effectivement difficile en quelques minutes de rentrer dans tous ces détails-là. Quelques questions ou remarques d'auditeurs. Alors c'est un auditeur qui nous dit en 1830, l'Angleterre s'apprêtait à déclarer la guerre à la France pour l'expédition d'Alger. Non. Donc, je crois que c'est plutôt en 1840. Oui, en 1840, lors du retour des cendres, enfin, j'allais dire, du retour de Napoléon Ier avec l'expédition de la Belle Poule, il y a eu effectivement un risque de déclaration de guerre. À cause de l'affaire d'Égypte aussi, où la France soutenait l'Égypte, le Pacha contre Constantinople et contre toutes les puissances qui se sont portées au secours du sultan. Un autre auditeur nous dit, en 1838, le futur général Saint-Arnaud se vante de faire des vendées en Algérie, dans ses lettres à sa famille qui sont publiées. J'ai ces lettres. J'ai qui est d'ailleurs très intéressante. La correspondance de Saint-Arnaud est parfaitement intéressante parce qu'à la différence de mémoires qui sont écrites après coup ils sont auto-justificatrices. Ce sont des lettres au jour le jour ou à la semaine. Saint-Arnaud s'était engagé en Algérie pour subvenir à l'éducation de ses enfants, qui était resté à Paris et il n'avait pas d'autres moyens. Et donc il a pratiquement fait toute la période de la conquête, bien sûr, mais est allé au-delà, comme officier en Algérie. Et effectivement, il a écrit pratiquement tout le temps à sa famille pour décrire ce qui se passait. Faire des vendées en Algérie, d'abord, il faut dire que le mot là est un peu... La Vendée, c'est quelque chose de précis qui est dans le cadre de la Révolution française. Là-bas, on n'était pas dans ce sens-là. Il faudrait quand même savoir que les tribus contre lesquelles les militaires français étaient obligés de se battre étaient quand même des vraies armées. D'ailleurs, on a ce cri de Napoléon III beaucoup plus tard, en 1860 et 65, quand on lui présente une tribu en marche. Il s'écrit « Ce n'est pas un peuple, c'est une armée ». Bon, les tribus vivaient de razzia, pas forcément contre les colons français d'ailleurs, contre les tribus voisines, et les soldats français étaient très souvent en petit nombre au milieu de ces cavaliers et leur vie. Non, on peut pas parler de Vendée en Algérie. Mais la conquête a été violente, cependant. Oui, bien sûr qu'elle était violente. Les affrontements ont été violents. Bien sûr, ils étaient violents, puisque, encore une fois, on avait affaire à un peuple militairement équipé. Et donc, la conquête ne pouvait être que violente. Mais le mot Vendée, c'est le mot Vendée que je... Alors, est-ce que Saint-Arnaud, dans une lettre que je n'ai pas lue, a utilisé ce mot Bon, je ne vais pas contredire ce que dit l'auditeur, parce qu'après tout... Mais j'ai lu ces lettres. Alors oui, par exemple, ce qu'il dit dans ces lettres, mais en soi, il avait raison. On est désolé, l'histoire, c'est l'histoire. Il dit, comme le pensaient la plupart des officiers, alors je précise, des officiers subalternes, parce qu'à ce moment-là, Saint-Arnaud n'est pas un général, il est un capitaine, il commence lieutenant, et donc c'est que effectivement, il est conscient qu'il faut rejeter au-delà de l'Atlas tellien les populations nomades d'Algérie, de façon à ce que le tel soit dégagé et que l'on puisse enfin installer, non pas les colons, car ils étaient déjà là, mais où ils commençaient à arriver, mais surtout une structure
agricole, par exemple. Rationnel. C'était impossible avec les nomades qui traversaient ces territoires et surtout qui attaquaient, bien sûr, un peu comme aux États-Unis. Au fond, je me rappelle d'articles de l'Écho d'Oran de l'époque, je m'entends, qui font très souvent le rapprochement entre les nouvelles venues des États-Unis et leur situation en Algérie de confrontation aux tribus. En particulier lorsque les Apaches, alors c'est plus tard, sont éradiqués du sud des États-Unis, c'est vraiment plus tard. Il y a un article de l'Écho d'Oran dont je dispose qui explique bien qu'il regrette qu'on n'ait pas pu faire la même chose sur certaines tribus qui sont tout le temps sur le pied de guerre et qui évidemment empêchent toute installation agricole. Voilà. Alors Saint-Arnaud en parle, bien sûr. Mais c'est tout le débat sur la conquête de l'Algérie. Le débat sur la conquête de l'Algérie, et d'ailleurs c'était un débat politique en France, c'est que fait-on ? Parce que où nous quittons l'Algérie, et le problème de la piraterie recommence, parce qu'au 19e, évidemment, elle recommençait, où nous y restons, et que fait-on de ce territoire ? Ça a été un débat que la Mauricière a connu, que Bugeaud a connu, et qui même sous Napoléon III, donc quand même beaucoup plus tard, était absolument patent. Et la réponse était simple, c'est où on occupe le territoire, et donc on le fait fructifier, c'est-à-dire qu'on le met en valeur. Et donc pour ça, il nous faut des populations qu'on installe, et dans ces conditions, il faut les protéger, ou on quitte, ou on s'en va. Donc ça a été un débat qui n'a jamais été résolu. On est arrivé comme ça d'ailleurs à la départementalisation pour des raisons idéologiques et politiques en France, sans plan préconçu. Mais une fois que les choses ont été installées, que les départements fonctionnaient, Napoléon III, lorsqu'il est arrivé dans les années, quand il est arrivé au pouvoir d'abord, et puis ensuite quand il a visité l'Algérie, bien sûr, s'est étonné que dans des conseils généraux, des chefs arabes soient là sans comprendre toujours ce qui se disait, et qu'il n'y avait pas d'interprète. Il a donc voulu améliorer tout ça. Il a essayé d'imaginer ce fameux royaume arabe sous la pression des Saint-Simoniens. Enfin là, c'est pareil. On peut pas, en une émission d'1h30, en plus parler des Saint-Simoniens, parce que c'est compliqué. Mais il n'y avait pas de solution. Les Français étaient installés. Il y avait à l'époque 200 000 à 300 000 Français. Enfin, quand on dit Français, c'est européen. Et Napoléon III s'est rendu compte que ces généraux, en particulier Pélissier, MacMahon, etc., ne pouvaient pas accepter que ces Européens qui étaient en partie seulement à l'intérieur comme colons. Alors, je rappelle que le mot colon en Algérie était entièrement réservé aux agriculteurs. Parce que c'est également un débat sans fin. Les gens des villes n'étaient pas des colons. Et lorsque les gens des villes, les citadins, parlaient des agriculteurs, ils parlaient des colons. Voilà. Donc eux n'étant pas colons. Alors c'est important parce que effectivement, c'était ces colons isolés que l'armée était chargée de défendre. À partir de là, quand une tribu attaquait, il y avait des représailles, il fallait la soumettre. À ce moment-là, elle demandait l'amam, c'est le terme utilisé, et forcément, c'était violent. Voilà, on ne fait pas la guerre sans violence. Moi, je m'épate toujours de voir des personnes qui s'étonnent que lorsqu'on est dans une situation de guerre, il y ait des violences. Si on ne veut pas de violence, il ne faut pas de guerre. Voilà. Mais alors, sous le Second Empire, on termine aussi la conquête, notamment. Alors voilà, oui, la Kabylie. La Kabylie est terminée. Enfin, la conquête de la Kabylie se termine effectivement sous le Second Empire.
Et il n'y a que le sud qui sera beaucoup plus tardif et qui se terminera au début du XXe siècle. On s'installe déjà dans les portes du Sahara, que sont Ouargla, Gardaïa. Oui, le Figuig. Première ligne d'oasis, là, qui vont être les bases de départ pour la suite. Mais voilà, c'est une base de départ pour la suite, car le Sahara au sens strict, enfin le Sahara algérien, je veux dire le sud, la conquête prendra fin en début de siècle. Ah oui, voilà. Le combat de début Tite, du XXe siècle. C'est 1902, je crois. Oui, jusqu'à 1907. Parce qu'il y a eu l'échec de la mission Flatters aussi en 1881, qui a refroidi un petit peu les projets de transsahariens que l'on imagine transsaharien qui n'a jamais vu le jour. D'ailleurs. Il faut dire que le terrain était différent, que on était très loin de toutes les bases, et en particulier bien sûr des ports, ce qui à l'époque était quand même essentiel, et que donc ça a été beaucoup plus difficile que la conquête de l'Algérie, télienne en particulier, qui elle est au fond méditerranéenne. Alors l'Algérie, il y a trois pays en Algérie. Il y a le Tel, qui n'est pas très large, enfin ça dépend, à l'ouest il est plus large qu'à l'est, car il dépend de l'Atlas, Telia, et donc et qui est méditerranéen, sans strict. Il y a ensuite les hauts plateaux, enfin l'inter, entre l'Atlas saharien et l'Atlas télien, et puis après il y a le Sahara. Et on est dans trois univers géographiques totalement différents. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des historiens, dirigé par Philippe Conrad. Et nous recevons aujourd'hui Georges Clément, qui nous parle de l'Algérie française d'avant 1954. Il nous parle aussi de Napoléon, quelquefois. Alors, nous avons plusieurs messages. Un auditeur nous demande, l'action de l'armée française en Algérie n'est-elle pas la cause de son infériorité sur le territoire européen, notamment en 1870 ? Oui, c'est l'histoire de l'armée d'Afrique qui était habituée à des combats qui n'étaient pas européens et qui donc, en 1870, se serait retrouvé ou s'est retrouvé contre les troupes prussiennes, enfin allemandes, d'accord. Oui, ça se dit, c'est un débat. Qu'elle peut répondre à ça. L'armée d'Afrique s'est constituée. C'était la seule armée française à ce moment-là opérationnelle. Faut quand même le dire, puisque les dernières guerres, c'est les guerres napoléoniennes, c'est 1815, la fin, et là, nous sommes en 1870. Ça a l'air de rien, mais enfin, ça fait 60 ans. Ça fait trois générations. Donc, en Europe, à part l'expédition de Chateaubriand en Espagne. En Espagne, 1823, en 1823. L'armée des fils de Saint-Louis. Voilà. Mais l'armée française d'Europe n'a pas combattu. On a eu la campagne d'Italie en 1859. Ah oui, mais bien sûr. Oui, c'est ça. On est déjà au Second Empire. Avec Solferino. Et la seule qui, effectivement, fonctionne de manière opérationnelle et guerrière en permanence, c'est cette armée d'Afrique. Voilà. Oui, mais en même temps, elle n'est pas préparée du tout à la guerre industrielle, impliquant l'artillerie, comme ça sera le cas en 70. Cela dit, il faut rappeler quand même que ces combattants se sont magnifiquement comportés pendant cette guerre de 70. Bien sûr. On pense aux charges de Sedan, notamment des chasseurs d'Afrique. Oui, voilà. Les combats du cimetière de Saint-Privat. Comment s'appelait ce général des chasseurs d'Afrique à Sedan? Il est célèbre. Galifet, oui. Et donc, si vous voulez, dans ce genre de questions, il y a un arrière-plan. C'est que s'il n'y avait pas eu l'Algérie et l'armée d'Afrique, donc en Algérie, qui se constituait, peut-être aurait-on eu une armée plus opérationnelle et que donc, au fond, la défaite de 70 serait venue du fait que l'Algérie avait absorbé les meilleurs cadres militaires de la France. Oui, mais l'Algérie a été un terrain de manœuvre permanent pour ces cadres. Par contre, les officiers étaient formés à la guerre, mais pas à la guerre industrielle. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Alors, un auditeur nous dit « Je suis algérien, j'ai entendu dire que les Kabyles avaient été déportés à La Réunion. Non. Pourriez-vous nous dire à quelle époque et pourquoi ?» Non, il y a eu une déportation de tribus
à ma connaissance, hein, mais pas les Kabyles. D'abord, les Kabyles, c'est pas des tribus. C'était des villages, c'était des sédentaires. Il y a eu la déportation des Flitas. Les Flitas étant une tribu de l'ouest algérien, guerrière, qui était liée à Abdelkader et qui, après la prise de l'Asmala en particulier, a assassiné un des généraux français musulmans de l'époque, le général Mustapha, dont on a trouvé que le corps et plus jamais la tête. Et à la suite de cela, et à la suite d'autres, plus tard, d'autres insurrections de ces Flitas, ils ont été effectivement déportés, mais pas à la Réunion, à ma connaissance. C'est le mot la Réunion, oui, je crois pas. Non. C'est bien loin. Oui, non. Il y a eu des déportations effectivement, même en Nouvelle-Calédonie. Oui. Il y a eu des emprisonnements. Alors probablement que des chefs à l'île de Saint-Honorat, en face de Cannes. Il y en a eu. Ah oui, et une déportation de Flitas également en Corse. Voilà. Et ils sont retournés en Algérie à la demande de Napoléon III, me semble-t-il. Voilà. Mais pour les Kabyles, je n'ai pas de connaissance de déportation de Kabyles parce que, encore une fois, là, on avait affaire à des tribus. Il y a des tribus nomades. Les Kabyles ne vivaient pas en tribus, ils vivaient en village et. Population sédentaire. Oui. Mais je n'ai pas d'informations là-dessus. Je n'ai jamais rien lu à ce propos. Voilà ce que je peux dire. Et alors, qu'en est-il en revanche de la révolte kabyle qui intervient après la guerre 70, dirigée par Mokrani? Voilà, en 1871, juste après. Et même pendant la Commune d'ailleurs. Voilà, quel sens donner à cette révolte? Alors, il y a plusieurs théories là-dessus. Il y a ceux qui disent que c'est ce que pensaient les généraux de l'époque. Hein. Ceux qui disent que le décret Crémieux, qui est intervenu peu de temps avant, rappeler pour nos auditeurs. Ah oui. Donc Crémieux. après le 4 septembre, donc après le rétablissement de la République et le premier gouvernement de défense nationale, me semble-t-il. Gouvernement de défense nationale. Voilà, l'un des ministres, Crémieux, dont le prénom m'échappe d'ailleurs. Adolphe. Peut-être, oui. Oh. Adolphe, je n'aurais pas osé. Je crois. Donc, a pris un décret nationalisant, c'est-à-dire donnant la nationalité française à tous les Juifs d'Algérie. Ah oui, je rappelle que les Juifs en Algérie étaient indigènes. Enfin, ils étaient considérés comme indigènes. C'est plus compliqué que ça. La communauté juive en Algérie était diverse. Il y avait les Juifs de Constantine, qui étaient alors effectivement eux indigènes au sens pratiquement strict, puisqu'on relève leur présence là depuis l'Empire romain. Par contre, ceux d'Oran, de la région d'Oran, non, sont espagnols pour beaucoup, etc. Mais en fait, à l'arrivée des Français, ils ont eu le statut d'indigènes. Et Crémieux, donc, a levé ce statut et leur a accordé la nationalité française. Bien. Alors, on dit, et certains militaires le pensaient, des généraux importants d'Algérie, comme le général Oneil, par exemple, qui ensuite s'est illustré pendant la guerre de 70, écrit, ou plutôt sa fille écrit dans ses mémoires de l'époque, que son père pensait que le décret Crémieux était la cause de la guerre que Mokrani a déclarée à la France. Car Mokrani a fait une déclaration de guerre en bonne et due forme. Oui. Hein. Il a envoyé sa déclaration de guerre à l'amiral Guédon, qui était le représentant donc à Alger, le gouverneur général d'ailleurs. Et ensuite, il est entré en guerre. Bon, d'autres pensent que, au fond, la France était affaiblie. On était quand même à une défaite, et en plus avec la révolution de la Commune. Dont je rappelle aussi que Alger a connu la Commune d'Alger. Il y a eu une Commune d'Alger en même temps que la Commune de Paris. Et que donc Mokrani aurait pu quand même penser que stratégiquement il pouvait mener une action insurrectionnelle et éventuellement jeter les Français à la mer. Ah oui, à ce point-là. Non mais
Parce qu'il avait entretenu jusque-là plutôt des bons rapports. Ah oui, avec tout les à fait, Français. tout à fait. C'était un Bachaka d'ailleurs. C'est un Bachaka, oui. C'est-à-dire qu'il avait un rôle officiel. Ah oui, parce que les Français ont conservé les grades turcs, hein, car un Bachaka c'est un grade turc, pour administrer les populations indigènes, enfin musulmanes en tout cas. Et donc Mokrani était un officiel en fait, n'était pas un chef de tribu sans... non, il avait un rôle administratif pour la France. Et alors cette guerre, elle va durer très peu de temps. Campagne, quelques mois. À peine, oui. C'est là qu'il y a plusieurs batailles, mais ça se règle très très vite du côté de... C'est dans la région de Blida, Boufarik, Blida, ce qu'on appelle la Mitidja. Le sud de l'Algérois. Voilà, dans l'Algérois. Et ça se règle par une défaite. Mokrani, je ne sais pas s'il est tué d'ailleurs dans cette défaite. Là, vous me prenez à brûle-pourpoint, j'ai plus tous les souvenirs. Mais ça se règle assez vite. Et d'ailleurs, on peut considérer que dans la situation où était la France, affaiblie à un point quand même important, que ce corps militaire français à Alger, sans beaucoup d'aide du gouvernement central, a fait face à cette situation de façon, militairement en tout cas, de façon parfaite, et a réglé cette affaire très vite, à la différence par exemple des campagnes contre Abdelkader, qui là ont duré énormément longtemps, alors même que la France là était beaucoup plus puissante. Donc c'est assez curieux. Alors je signale à ce propos, puisque nous venons de parler de la révolte de Mokrani, un excellent travail qui est dû à Christian Sicard, un livre intitulé La Kabylie en feu, aux éditions Georges Sud. On peut se le procurer en le commandant aux 3 rue José Maria de Heredia dans le 7e. 3 rue José Maria de Heredia dans le 7e. Donc, livre de Christian Sicard, La Kabylie en feu, édition Georges Sud. Et c'est un livre qui vaut 20 €. Alors, nous avons une auditrice qui nous dit que, justement, M. Bayrou a inauguré une rue Abdelkader à Pau. Oui. Et qu'en pensez-vous ? J'en pense rien. Abdelkader n'est pas un objet de litige. C'est un objet... Il s'est ensuite comporté comme un ami de la France, d'ailleurs. Oui. Notamment pendant son séjour en Syrie. Ah oui. Là, quand il y a eu les révoltes de 1860, avec l'intervention, d'ailleurs, d'un corps expéditionnaire français... pour soutenir les maronites du Liban. Il y avait des massacres chrétiens et Abdelkader s'est interposé. Ah oui, absolument. Il est sorti, oui. Tout à fait. Il est sorti de sa maison et il a crié, voilà. Nous sommes les Maghrébins et nous allons... donc, j'ai pas d'avis sur une rue Abdelkader. On me parlerait d'une rue boumédienne. Ça me gênerait plus. Ou Ben Bella, ça serait différent, évidemment. Alors, un auditeur nous dit « Je confirme que des Kabyles ont bien été exilés après 1870, mais en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, on y trouve encore des descendants de ces exilés et la presse en a déjà parlé. » Oui, non mais la Nouvelle-Calédonie, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est pas la Réunion, c'est sûrement la Nouvelle-Calédonie. Il y a peut-être eu effectivement des exilés kabyles, hein, c'est possible, hein, je ne peux pas en jurer. Et alors cette Algérie, donc nous sommes maintenant après le Second Empire, sous la Troisième République, les colons continuent à arriver, la mise en valeur du territoire se poursuit. Je dirais même que c'est la Troisième République qui a fait le plus gros effort de colonisation d'Algérie au sens de introduction de population européenne. Alors il faut dire aussi que c'est l'époque également où l'Europe émet des jets, j'allais dire, d'émigration. C'est l'époque où les Napolitains, où les Espagnols, c'est un peu différent, j'en reviendrai tout à l'heure dessus, mais vont aux États-Unis, où beaucoup de Français vont aussi aux États-Unis, et c'est la même époque où un certain nombre de courants d'émigration européenne arrivent en Algérie. Bon. Alors, pour les Espagnols, c'est un peu différent, puisque ce sont les guerres carlistes qui jouent un rôle également d'aide à l'exil, au fond, et que, bien entendu, ils viennent en Algérie, car là, il y a un lien historique, en particulier dans la région d'Oran, pas seulement, puisqu'Alger également, et que donc,
la population... pour donner un exemple d'importance de cette émigration, par exemple espagnole, à la fin du 19e siècle, la population d'Oran est à 50% espagnole. Donc c'est considérable. Hein. Alors les Italiens, eux, viennent aussi en nombre. Le Constantinois. Alors, oui, enfin, la région de Bonn, de Philippeville, enfin, sur le littoral. Oui, hein. littoral. Oui, parce que le Constantinois, c'est l'arrière-pays quand même. Hein. Oui. Et, mais également dans la région d'Oran, enfin, je pense qu'à Alger également, parce qu'en fait, les Italiens, en tout cas pour ce qui est de l'inscription maritime à Oran, ont pratiquement le monopole de la pêche, à peu d'exceptions près. Et voilà. Et ce sont des corailleurs aussi. C'est eux qui ramassent le corail, ils ont des concessions qui le leur permettent, et donc l'Europe vient en Algérie s'installer, comme elle s'en va également aux États-Unis. Mais alors, ce que vous évoquiez tout à l'heure à propos des Espagnols, vous affirmiez que ce sont plutôt des raisons politiques alors qui poussent à l'émigration dans le contexte notamment des guerres carlistes, des 3 guerres carlistes du 19e siècle, plutôt que la misère qui aurait poussé les paysans de la région de Murcie ou de Valence vers l'Afrique du Nord. Écoutez, vous savez bien comme moi qu'il n'y a jamais un facteur. Oui, bien sûr. Mais il est évident que la vie politique agitée de l'Espagne entre le Premier Empire et la fin du 19e siècle, sans parler du 20e siècle, ne favorisait pas la stabilité des populations. Alors effectivement, quand il s'agissait de fuir pour des raisons politiques, l'Algérie de l'époque était un havre, une destination facile, bien sûr. Et en plus qu'on pouvait pratiquement atteindre sans recourir à des moyens de transport officiels. Pour ce qui est d'Oran, on faisait la traversée entre Carthagène et Oran en une nuit de balancelle. Balancelle étant un petit bateau, enfin de 20 mètres. Donc oui, ça a favorisé bien sûr. Et puis le souvenir de l'Oran espagnol, qui a perduré longtemps. En 1897, il y a eu des tentatives de revendication. Et on retrouve aussi avec Franco, mais enfin avant, ce genre de tentatives de la part de l'Espagne. De la part de l'Espagne, qui ça a été valoir ses droits historiques. Ses droits historiques, absolument. Comparables à ceux sur Ceuta ou Melilla. Voilà. Mais alors cette Algérie, elle est en train de se peupler d'Européens. Et est-ce que son développement économique, son équipement, ses infrastructures se développent au même rythme? Alors les infrastructures, oui, parce que effectivement, par exemple les ports. Si je prends par exemple un exemple que je connais bien, qui est celui d'Oran, bien sûr, pour avoir étudié en détail, et si on compare la période espagnole à la période française, on peut dire que l'Espagne n'a jamais construit de route, par exemple, entre Oran et Merz-el-Kébir, chose qui aurait été naturelle, puisque c'était le complémentaire, alors qu'à Oran, l'Oran française, dès 1840, c'est-à-dire 15 ans après, la route de la Corniche est percée. Les Oranais savent de quoi je parle. C'est une route qui reliait Oran à Merz-el-Kébir, puis après au-delà. Et alors que c'était assez difficile, car c'est une route en corniche, il fallait faire des travaux considérables. Donc la notion d'infrastructure et la France a fait un travail considérable de développement des moyens de communication. Les équipements ferroviaires. Alors, c'est plus tard, bien sûr, mais les équipements ferroviaires ont immédiatement, dès que le chemin de fer en France s'est développé, il s'est développé en Algérie. Voilà. Ça, c'est l'aspect infrastructure. Maintenant, l'économie, c'est une autre affaire. L'agriculture, oui. On sait qu'elle s'est développée de manière considérable, avec des échecs, bien sûr, pendant la guerre de sécession américaine, on a essayé le coton, mais les conditions climatiques n'étaient pas celles subtropicales voilà. On a essayé l'élevage des autruches, ça n'a pas non plus fonctionné. Oui, mais énormément le nombre d'essais agricoles originaux
ou sont très grands. Mais bien sûr, ça a donné très vite le développement des agrumes, le développement de la vigne, surtout après la crise du phylloxéra en France. Et l'agriculture a été vraiment un domaine de pointe, certainement en Algérie, dès le 19e et bien sûr après au 20e. L'industrie, on ne peut pas en dire autant. Il y avait bien sûr des industries, il y en avait à Oran comme il y en avait à Alger, mais pas des industries de base. Pas de charbon. Voilà. Ah oui, il y avait du charbon. Il y avait les mines de Kenadza qui n'étaient pas des mines. Bon, évidemment, ce n'est pas la Roure, hein, on est bien d'accord. Bon, enfin, il y avait quand même des mines de fer en particulier, surtout dans l'Est. Mais ça, c'était, je veux dire, on pouvait se passer de mines. On pouvait faire importer le minerai. Mais la France, alors ça, c'est un des problèmes peut-être. Elle était toujours réticente à investir, alors je parle au niveau des États et du grand capitalisme, dans l'industrie lourde en Algérie. Quand ça s'est fait qu'avec le plan de Constantine, c'est-à-dire assez tard. Et voilà. Et donc, évidemment, l'industrie sans industrie de base avait du mal à se développer comme elle aurait dû se développer et comme s'est développée l'agriculture. Bon, voilà ce que je peux en dire comme ça. Mais évidemment, les statistiques montrent quand même qu'il y avait une industrialisation. Oui. Et alors, cette Algérie, après la révolte de Mokrani des années 70, elle est calme ensuite. Oui, non, il y a toujours quelques révoltes quand même. Oui. Il y a une révolte dans l'Oranais avec un massacre de collecteurs d'alpha. L'alpha étant cette herbe, enfin que tout le monde. Je ne sais plus si tout le monde connaît l'alpha, parce que non, je crois pas. Non, je crois pas. Nous en parlions comme l'alpha était très connu parce que l'économie française était au programme de géographie. C'est ça, c'était un moyen. Ça servait en dehors de son aspect papeterie. Ça servait également dans le ménage. Toutes les ménagères avaient leur alpha pour faire la vaisselle. On faisait la vaisselle avec des touffes d'alpha, entre autres. L'alpha poussait sur les hauts plateaux. Alors effectivement, c'était des travailleurs espagnols qui venaient, et il y a eu des révoltes il y a eu une affaire à Saïda d'assassinat. Le nom du chef de guerre musulman m'échappe. C'est Bou quelque chose, mais je le dirai pas car je n'avais pas prévu d'en parler. Et il y a eu celle-là. Il y a eu l'affaire. Il y a eu une autre affaire en 1901 de Marguerite. Dans la région d'Alger avec une révolte localisée. Il y a eu d'autres affaires intercommunautaires, mais qui là mettaient en jeu la communauté espagnole, la communauté juive et la communauté musulmane à Oran en 1897. Donc, il y a toujours eu l'interethnique et l'interculturel, le multiethnique et le multiculturel ne sont jamais calmes. Porteurs de conflits. Exactement. Et donc ça, l'Algérie l'a vécu, le Liban, j'en parle pas. Enfin bon, c'est donc un fait. Mais des grandes révoltes comme celle de Mokrani, c'est-à-dire organisées avec un territoire important, non, ça a été fini. Ça a été fini. L'Algérie est globalement tout à fait calme jusqu'à l'émeute de Sétif de 45. Voilà, c'est 1945. Pour la même raison, j'allais dire que Mokrani, si on regarde les choses, c'est que c'est la défaite, 1940. Le drame en Algérie, ça a été que la France a eu des périodes de fragilité militaire et que chaque fois qu'il y avait une fragilité, il y avait une défaite ou une campagne négative, évidemment, les tribus avaient tendance à se rebeller. Et 45, alors c'est plus compliqué que ça, parce que bien sûr, il faudrait parler du débarquement américain, du rôle de Murphy, enfin, de choses complexes. Mais il n'empêche que la défaite de 1940 a éveillé... Des effets dévastateurs. Des dévastateurs, voilà.
Et d'ailleurs, on a retrouvé pour 1954 le même effet avec la chute de Dien Bien Phu. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, un auditeur de Radio Courtoisie nous demande quel était le rôle des Pères Blancs. Quand ont-ils été actifs et l'évangélisation avait-elle pour but de diviser les populations berbérophones et arabophones? Non, là, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Les Pères Blancs, je les connais comme ça. Ils étaient à Insefra, dans le sud. Ils ont joué d'ailleurs un rôle un peu négatif pendant la guerre d'Algérie. Mais enfin, je ne voudrais pas revenir sur ces sujets-là, car c'est pas l'objet, c'est pas le sujet de notre émission. Oui. Mais pour le reste... Puis, ils sont intervenus surtout, je crois, en Afrique noire. Non, en Algérie, ils étaient importants. Ils étaient importants parce qu'ils avaient un établissement important au Sahara, enfin à la marge du Sahara. Mais est-ce qu'ils avaient comme mission de diviser les berbérophones et les arabophones? C'est un peu le sens de la question. Là, je peux pas répondre à cette question. Alors, à propos de l'alfalfa, moi je ne sais pas bien ce que c'est. Est-ce que c'est une sorte de luzerne? Ah non, non, c'est une plante, bien sûr, qui couvre les hauts plateaux, une plante avec une herbe, si vous voulez, c'est une herbe, avec donc de longues feuilles. C'est peut-être un peu poétique, mais enfin, quand le vent soufflait sur les hauts plateaux, ça donnait une impression de mer, tellement c'était important. Hein, et c'est une plante qui avait des caractéristiques assez intéressantes pour la papeterie en particulier. Ça, oui. Hein, les meilleurs papiers, je crois, se faisaient à partir de l'alpha. Voilà. En dehors de ces petites utilisations domestiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, cette Algérie, donc, qui globalement vit dans le calme pendant plus d'un demi-siècle, oui, à peu près. Il y a quand même un certain nombre de mouvements indigènes qui vont se manifester, notamment après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de grands mouvements. Avec Messaliadj, mais c'est différent. Attendez. Alors oui. Je pensais à des rébellions ou à des... Non. Oui. Ah oui, alors bien sûr. Mais je rappelle qu'entre 1918, enfin après la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, nous avons le réveil de l'islam au Moyen-Orient. Tout à fait. Bon, tout ce qui s'est passé à partir de cette période en Algérie est lié à l'islam. Messaliadj est un religieux. Il a son message est religieux. Hein, sa motivation est religieuse, même si il est inscrit au Parti communiste. Voilà, il est très proche des communistes. Oui, aussi. bien sûr, mais pour des raisons tactiques. Mais Messaliadj est un religieux. D'ailleurs, Hajj, entre parenthèses, ça veut dire pèlerin, mec. Et puis c'est surtout le cas du mouvement des oulémas. Et des oulémas, j'allais vous le dire, absolument. Ben Badis en particulier. Ma langue est l'arabe, ma religion est l'islam, et mon pays l'Algérie. Ouais. D'accord ? Les seuls dans la mouvance des mouvements politiques qui revendiquent une autonomie ou une indépendance déjà, qui soit laïque, ça n'a pas peut-être un grand sens dans ce monde-là, mais enfin qui quand même le sont, probablement, c'est Ferhat Abbas avec le mouvement du manifeste. Hein, et Boumendjel, donc qui est son alter ego, qui eux ont fait donc leur manifeste pendant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation américaine en Algérie, enfin la présence américaine en Algérie. Encouragée par les Américains. Alors voilà, c'est là qu'on est Mohamed V au Maroc. C'est là qu'on est dans un aspect géopolitique complexe, mais si on prend du recul, les Américains, leur présence était conjoncturelle, c'était la guerre, et puis ils sont partis. Par contre, ce qui n'était pas conjoncturel, c'est que le réveil de l'islam politique, hein, avec les partis basses, etc., au Moyen-Orient, a eu un écho en Algérie, et qu'on peut lier parfaitement l'ensemble de ces mouvements de renaissance islamique, dont nous voyons bien sûr maintenant le paysage particulièrement développé. La création des frères musulmans, c'est 27. C'est 27-30, oui, c'est ça, oui, avec absolument. Donc, on est devant quelque chose qui
Et pourquoi cette renaissance? Affaiblissement, malgré tout, affaiblissement de l'Occident, à la fois par la Première Guerre mondiale et puis la Seconde. Hein. C'est encore plus net, évidemment, voilà. avec la Seconde Guerre mondiale. Les puissances coloniales Donc là, oui, il y a développement, mais je crois qu'il n'était pas lié à la situation strictement perçue en Algérie, qu'il était lié à une idée qui allait au-delà de l'Algérie et qui était une idée politique et religieuse qui revendiquait la reprise en main par les musulmans de leur destin en tant que peuple religieux. Mais en même temps, en 1930, c'est le centenaire de la conquête de l'Algérie et ça rencontre un écho énorme. 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 En Algérie et en métropole. Et en métropole, il y a énormément de livres écrits, des collections entières magnifiques qui sont faites sur ce centenaire. Sur l'histoire de la conquête. Bien sûr, oui. On est à l'apogée. On est à l'apogée à ce moment-là de ce que confirme la grande exposition coloniale de 31 au bois de Vincennes l'année suivante. Oui. Donc 1930, c'est une apogée, mais en même temps, et ça c'est l'intérêt de l'histoire, les termites sont dans la soupente parce que d'autres mouvements se réveillent, donc en Égypte, en Syrie, et que bien entendu, les musulmans religieux d'Algérie, donc les fameux oulémas en particulier, ne sont pas insensibles. Puisque le projet de l'islam et la conquête du monde, c'est écrit, c'est même écrit c'est dit dans les hadiths et c'est le but de l'islam. Donc à partir du moment où il y a eu une renaissance dans les pays du Moyen-Orient, autrefois dominés à la fois par le turc puis ensuite par les protectorats, se faisait jour, les oulémas en Algérie ne pouvaient pas y rester insensibles. Il y a des liens entre les frères musulmans d'Hassan al-Banna en Égypte et puis les mouvements comme celui des oulémas en Algérie. Je n'ai pas connaissance de lien organique, si c'est votre question. Oui. Par contre, ce qui est sûr... L'état d'esprit général. Oui, c'est que 1945, par exemple, les émeutes de Sétif ont quand même été précédées par des prêches de personnes du Moyen-Orient à une radio suisse, qu'elle a été bien sûr captée, que la mobilisation populaire qui a abouti au massacre de Sétif et aux autres suivis, a été basé sur des rumeurs de débarquement égyptien dans l'est de l'Algérie. Donc on voit bien qu'il y avait des rapports, tout au moins des rapports de communication. Alors, nous avons une question sur le projet Bloom Violette. Alors, il y a un auditeur de Radio Courtoisie qui nous dit en 1936, le projet Bloom Violette, qui prévoyait de donner l'égalité des droits à 20 000 musulmans, a été violemment combattu par les Européens et n'a jamais vu le jour. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs qu'il n'a pas vu le jour. Là, on rentre dans le problème structurel politique de l'Algérie moderne, alors, qui a pris fin avec la guerre d'Algérie, qui était la représentation politique des musulmans. Jusqu'en 1950, jusqu'à Soustelle, donc en 1955, il y avait en Algérie 2 collèges. C'est-à-dire, il y avait le collège des musulmans de droit coranique, parce que c'était la base de l'établissement de ce collège, et il y avait de l'autre côté le collège des citoyens français. Je rappelle que cette structure, c'était l'aboutissement d'une tentative de solution des disparités juridiques. Pourquoi ? Les citoyens français étaient liés au Code civil, donc il n'était pas question d'accepter ni la polygamie, ni les modes d'héritage coranique, dont je vous rappelle que les femmes n'héritent pas de la même manière que les garçons, etc., etc. Et que dans ces conditions, toute citoyenneté musulmane, française, de plein droit, impliquait l'abandon du statut coranique. Bien. C'est la quadrature du cercle. Et donc, pour résoudre cette impossibilité, cette équation impossible,
l'État français, le gouvernement français, ont imaginé qu'au fond, les musulmans indigènes s'administreraient eux-mêmes avec une représentation et que la minorité... Quand on dit la minorité française, je rappelle que ça concernait les Européens, mais ça concernait aussi les Juifs et ceux des musulmans qui renonçaient au statut coranique. Oui. Et il y en a eu, hein, bien sûr. Donc, chacun élisant dans une assemblée qu'on appelait l'Assemblée algérienne, et qui a été dissoute encore une fois en 55 ou 56, et à parité, des représentants qui discutaient du budget de l'Algérie. C'était la même chose dans les municipalités. En fond, c'était pas l'égalité un homme, une voix, on est bien d'accord. Mais c'était pas plus l'égalité. Ce n'est pas plus l'égalité un homme, une voix si on se réfère à l'ONU où un État comme Monaco a une voix comme les États-Unis d'Amérique, avec 300 millions, et je ne parle même pas de la Chine populaire, bien sûr, avec 1 milliard d'habitants. La question était l'équilibre des minorités, des parties prenantes culturelles en Algérie. Ça a été supprimé en 1958, après le 13 mai. Ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Voilà. Je crois que la situation politique d'un pays multiculturel dans lequel l'islam existe rend impossible tout gouvernement basé sur un homme, une voix. Car sinon, on admet des disparités juridiques totalement insupportables aux uns ou aux autres. Prenez la polygamie, ça pose des problèmes de redistribution d'allocations familiales et sécurité sociale. Pourquoi un homme a le droit à plusieurs femmes et s'il est chrétien, non? C'est une question quand même. Avec ses corollaires que ce vont être les montants des reversements, de la redistribution, etc. Donc, où l'État français, enfin en l'occurrence le gouvernement français de l'époque, mais c'est vrai pour tous les gouvernements qui ont ce problème à résoudre maintenant, il supprime le droit coranique à leurs citoyens musulmans, avec des conséquences qui peuvent être aussi une rébellion pour cause religieuse, ou alors ils se font des ennemis de leurs citoyens européens, chrétiens ou juifs, puisque maintenant le statut de la polygamie n'existe plus chez les juifs, et vous avez une revendication dans l'autre sens. On est devant un problème qui vient du fait que en islam, le droit, la religion et la politique donc sont liés et ne font qu'un. Voilà. Alors nous avons des messages, une auditrice qui demande si l'on peut considérer comme ouvrage de référence la grande histoire des Français sous l'occupation en 4 tomes d'Henri Amouroux. Oui, c'est pas tout à fait notre sujet. Alors là, je dois reconnaître. C'est très bien. Non, mais on peut rassurer cette auditrice. Les travaux d'Henri Amouroux sont tout à fait excellents. Alors, un auditeur qui nous dit félicitations à toute l'équipe, c'est la meilleure émission d'histoire que j'ai entendue depuis 15 ans. Pas de verbiage inutile, vous êtes précis et votre discours plein d'enseignements. Et d'une auditrice, pouvez-vous évoquer le très haut niveau de l'enseignement universitaire en Algérie française, médecine, lettres et droit, parfois supérieur à celui de la métropole? Et un auditeur de Radio Courtoisie, un différend est latent entre le Maroc et l'Algérie à propos du partage du désert. Quelles motivations ont été à l'œuvre lors de la définition des frontières? Les frontières entre l'Algérie et le Maroc, je suppose. C'était quand elles ont été tracées, j'ai évoqué Bugeaud, puisque c'est l'époque où ça se passe. Ça a été tracé sur, bien sûr, des habitudes de suzeraineté du sultan du Maroc sur certaines tribus, et également sur les confrontations militaires, l'équilibre des forces. Voilà. Et puis avec les gisements de fer de Tindouf aussi. Oui. Que l'on a mis du côté algérien, ce qui est contesté aujourd'hui par le... Oui, d'accord, mais au 19e siècle, là, honnêtement, la géopolitique dans ce domaine ne jouait pas un grand rôle, parce qu'on n'avait pas découvert la moitié du sous-sol, etc. Bien sûr.
Alors, elles sont depuis cette époque figées. Alors, effectivement, maintenant, elles peuvent être mises en cause. Et comme c'était une région et une zone de grands nomades, et tout ce qui est zone de nomadisme est une zone de non-définition de frontières au sens strict du terme. De conflit potentiel. Voilà. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous nous retrouverons le 27 janvier maintenant.